En grandissant, Chloé a toujours été l'enfant prodige. Pendant que je passais des heures à monter des ordinateurs dans le garage, elle remportait des tournois de débat et des élections au conseil des élèves. Maman rayonnait chaque fois que Chloé parlait de son potentiel de leader et de ses projets pour révolutionner l'industrie de la technologie. « Ta sœur a une vision », disait papa en regardant Chloé présenter son plan d'affaires de lycée. Elle comprend ce qu'il faut pour construire quelque chose de réel. Pendant ce temps, j'étais relégué au rang de « gamin de l'informatique » qui jouait avec des gadgets toute la journée. Quand j'ai commencé à travailler en freelance dans le développement web à 16 ans, gagnant plus que la plupart des adultes, la famille appelait ça de « l'argent de poche » et me suggérait de me concentrer sur de « vraies matières » comme le cursus de droit de Chloé. La dynamique n'a fait que s'intensifier à l'université. Chloé est allée à HEC Paris pendant que je choisissais l'université Paris-Saclay pour l'informatique. Chaque réunion de famille devenait une vitrine des réussites de Chloé en matière de réseautage, son stage chez BNP Paribas, son admission dans des programmes d'entrepreneuriat exclusifs. Chloé se crée des relations qui comptent, expliquait maman aux proches. Elle noue des liens avec de futurs présidents directeurs généraux et des investisseurs en capital risque. C'est comme ça que les vraies affaires se font. Quand je mentionnais mes projets de logiciels ou les applications que je développais, la conversation revenait rapidement à la dernière distinction académique de Chloé ou à sa victoire dans un concours d'affaires. J'ai appris à rester silencieux pendant ces discussions, me concentrant sur mon code plutôt que sur la reconnaissance familiale. Après l'obtention de son diplôme, Chloé a lancé sa start-up technologique en grande pompe. La famille a investi ses économies, convaincue de soutenir la prochaine success story de la French Tech. Les journaux locaux ont couvert son événement de lancement. LinkedIn a été inondé de félicitations de notre réseau élargi. L'entreprise de Chloé va tout changer, a proclamé papa lors du dîner de Noël de cette année-là. Elle a le sens des affaires et la vision pour que ça marche. J'avais discrètement lancé ma propre société de conseil en logiciel, travaillant avec des entreprises du CAC 40 pour optimiser leur infrastructure numérique. Le travail était très technique, extrêmement rentable et complètement invisible pour quiconque en dehors du secteur. Pendant que Chloé tenait des conférences de presse, je résolvais des problèmes complexes pour des clients qui payaient des tarifs élevés pour la discrétion. Mon compte en banque grossissait régulièrement, mais je conduisais la même Peugeot d'occasion et vivais dans un appartement modeste. La famille supposait que je joignais à peine les deux bouts en tant que gars de l'informatique, en freelance. Quand ils me posaient des questions sur mon travail, je mentionnais quelques projets de programmation et changeais rapidement de sujet. La start-up de Chloé, pendant ce temps, brûlait du capital à un rythme alarmant. L'enthousiasme initial s'était estompé pour laisser place à la dure réalité de la concurrence du marché, des défis du développement de produits et des coûts d'acquisition de clients. Mais la famille restait optimiste, convaincue que la formation de Chloé à HEC finirait par porter ses fruits. Ce ne sont que des difficultés de croissance, assurait maman aux proches inquiets. Toutes les startups qui réussissent passent par cette phase. 2 ans après le lancement de Chloé, son entreprise subissait une hémorragie de capitaux. Le premier tour de financement était presque épuisé, et les investisseurs potentiels posaient des questions difficiles sur les prévisions de revenus et la viabilité commerciale. Chloé avait besoin d'une injection de capital majeure pour survivre. C'est à ce moment-là que j'ai agi. Grâce à un réseau de sociétés écrans et de véhicules d'investissement, je suis devenu le plus grand investisseur anonyme de Chloé. L'injection de 140 millions d'euros est venue d'une prestigieuse société de capital risque spécialisée dans les startups technologiques. Pour Chloé et la famille, cela ressemblait à une validation de la part des acteurs les plus respectés du secteur. Je savais que Chloé attirerait des investisseurs sérieux, s'est réjoui papa lorsque le financement a été annoncé. C'est exactement ce que nous attendions de quelqu'un avec son parcours. Les conditions de l'investissement étaient structurées pour me donner un contrôle important sur les décisions de l'entreprise tout en maintenant un anonymat complet. Chloé croyait avoir convaincu des investisseurs institutionnels sophistiqués de soutenir sa vision. En réalité, elle était financée par son jeune frère, qui n'avait pas réussi, qui était censé ne rien comprendre aux vraies affaires. L'ironie était parfaite. Chaque réunion du conseil d'administration, chaque décision stratégique, chaque orientation majeure de l'entreprise était finalement sous mon contrôle. Chloé présentait ses plans à des investisseurs qui, pensait-elle, évaluaient son sens des affaires, sans savoir que le principal décideur était quelqu'un qu'elle avait qualifié d'« entrepreneur en toc ». Le succès du financement de Chloé a élevé son statut au sein de la famille à un niveau proche de celui d'une célébrité.
Chaque réunion devenait une occasion pour elle de partager des nouvelles de son entreprise révolutionnaire et des investisseurs sophistiqués qui croyaient en sa vision. Les investisseurs de Chloé comptent parmi les personnes les plus prospères de la French Tech, expliquait-elle à des proches impressionnés. Ils ne fournissent pas seulement du capital, ils offrent des conseils stratégiques issus de décennies d'expérience dans la création d'entreprises prospères. La famille buvait ses paroles. Chloé était devenue leur preuve que le travail acharné, une bonne éducation et les fondamentaux des affaires mèneraient inévitablement au succès. Elle représentait tout ce qu'ils croyaient au sujet de la réussite et de la reconnaissance. Pendant ce temps, ma véritable réussite restait complètement invisible. La société de conseil était devenue une opération de plusieurs millions d'euros avec des clients sur 3 continents. J'avais développé un logiciel propriétaire que des entreprises du CAC 40 utilisaient sous licence pour des frais annuels substantiels. Ma valeur nette personnelle avait atteint des niveaux qui auraient choqué la famille, mais je maintenais le même style de vie modeste et une attitude humble. Quand Chloé parlait de la trajectoire de croissance de son entreprise et des relations avec les investisseurs, j'hochais poliment la tête et posais des questions pertinentes. La famille interprétait mes questions comme de la curiosité de la part de quelqu'un qui ne comprenait pas vraiment les affaires, plutôt que comme des remarques perspicaces de la part de celui qui contrôlait secrètement toute l'opération. C'est bien que tu t'intéresses au succès de Chloé, disait maman en privé. Peut-être que tu peux apprendre quelque chose sur les vraies affaires en la regardant travailler avec des investisseurs professionnels. La réunion de famille qui a tout changé a eu lieu un dimanche pluvieux de novembre. Chloé était de plus en plus stressée par les performances de l'entreprise, bien qu'elle ait maintenu une façade optimiste pour la famille. Les derniers trimestres avaient montré des résultats décevants, et le conseil d'administration, c'est-à-dire moi, par l'intermédiaire de mes représentants, avait posé des questions difficiles sur l'orientation stratégique. Mais ce soir-là, Chloé était en mode présentation. Elle venait de rentrer d'une conférence où elle avait été sélectionnée comme une « étoile montante de la tech » et avait participé à une table ronde sur les femmes entrepreneurs. La famille était dûment impressionnée et impatiente d'entendre les détails de sa reconnaissance croissante dans le secteur. Les opportunités de réseautage sont incroyables, a expliqué Chloé, faisant des gestes enthousiastes avec son verre de vin. Quand on opère à ce niveau, on est en contact avec des investisseurs, des conseillers et des entrepreneurs qui savent comment bâtir des entreprises sérieuses. Elle a jeté un regard dans ma direction avec ce qui ne pouvait être décrit que comme de la pitié mêlée de condescendance. C'est un monde complètement différent de ce que la plupart des gens comprennent des affaires. Il faut penser de manière stratégique, comprendre les dynamiques du marché, gérer les relations avec les investisseurs, construire des systèmes évolutifs. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement comprendre en bricolant avec des ordinateurs. Papa a hoché la tête d'un air sage. C'est la différence entre le véritable entrepreneuriat et les passe-temps que les gens appellent des entreprises. Maman a renchéri. Chloé a appris les fondamentaux à HEC. Elle sait comment travailler avec des investisseurs sérieux qui attendent des opérations commerciales de niveau professionnel. J'ai continué à manger en silence, posant occasionnellement des questions sur des aspects spécifiques des performances de son entreprise. La famille a interprété mes questions comme un intérêt fraternel plutôt que comme les interrogations de quelqu'un qui avait accès à des rapports financiers détaillés et aux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Puis Chloé a fait le commentaire qui a scellé son sort. Le truc avec les vraies affaires, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux, c'est qu'on ne peut pas faire semblant. Soit vous savez travailler avec des investisseurs institutionnels et construire des opérations évolutives, soit vous jouez simplement à l'entrepreneur en toc avec votre petit truc en ligne. La table a éclaté de rires approbateurs. Même notre tante, habituellement diplomate, s'est jointe à l'accord général selon lequel Chloé avait parfaitement saisi la différence entre les affaires sérieuses et le bricolage d'amateurs. Arrête de jouer à l'entrepreneur en toc, a annoncé Chloé d'un ton définitif. Ton petit truc en ligne n'est pas une vraie entreprise. Tout le monde a ri plus fort. J'ai hoché la tête en silence et j'ai répondu, compris. Mais à l'intérieur, j'étais déjà en train de composer le courriel qui allait tout détruire. J'ai passé la nuit de dimanche à examiner les dossiers de l'entreprise de Chloé. En tant qu'investisseur majoritaire, j'avais accès à tous les documents financiers, à toutes les présentations au conseil d'administration, à tous les plans stratégiques. Les chiffres racontaient une histoire brutale. Malgré l'injection de mes 140 millions d'euros, l'entreprise continuait de perdre de l'argent à un rythme insoutenable. Chloé avait utilisé l'investissement pour se développer rapidement sans s'attaquer aux problèmes fondamentaux du modèle économique. Le revenu par client restait faible, les coûts d'acquisition de clients augmentaient et les pressions concurrentielles s'intensifiaient.
L'entreprise avait besoin d'un autre tour de financement majeur dans les 6 mois, sinon elle serait confrontée à de graves problèmes de trésorerie. Plus important encore, le conseil d'administration était de plus en plus préoccupé par les décisions stratégiques de Chloé. Plusieurs recrutements clés avaient été des désastres, les délais de développement de produits n'étaient systématiquement pas respectés et des accords de partenariat avaient échoué en raison d'attentes irréalistes. Les investisseurs, c'est-à-dire moi, avaient été patients, mais la patience s'épuisait. Lundi matin, j'ai envoyé un courriel soigneusement rédigé à l'associé directeur de la société de capital risque qui me servait de façade pour l'investissement. Après un examen attentif des données de performance récentes et des préoccupations stratégiques soulevées lors de notre dernière réunion du conseil d'administration, ai-je écrit, je pense qu'il est temps de reconsidérer notre position dans cet investissement. Veuillez lancer la procédure pour un retrait complet de notre participation de 140 millions d'euros. Je veux que tous les fonds soient retransférés sur nos comptes principaux d'ici la fin de la semaine. Le courriel était professionnel, direct et dévastateur. Retirer 140 millions d'euros d'une start-up ne ferait pas que nuire à l'entreprise, cela la tuerait purement et simplement. Aucun autre investisseur n'interviendrait pour remplacer ce niveau de financement, surtout après un vote de défiance aussi spectaculaire de la part de l'investisseur principal. En quelques heures, la société de capital risque avait contacté Chloé pour organiser une réunion d'urgence du conseil d'administration. Chloé m'a appelé mardi matin, et sa voix avait perdu toute sa confiance habituelle. Il se passe quelque chose de bizarre avec les investisseurs, a-t-elle dit. Ils veulent une réunion demain, et ils parlent de repositionnement stratégique et de réaffectation de capital. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai exprimé une inquiétude appropriée. Ça a l'air stressant. Penses-tu que c'est lié aux chiffres trimestriels? Je ne sais pas, a admis Chloé. Les performances n'ont pas été parfaites, mais nous construisons pour une croissance à long terme. Les vrais investisseurs devraient comprendre que les entreprises technologiques traversent des phases difficiles avant de prendre de l'ampleur. La réunion du conseil d'administration de mercredi a été brutale. Les représentants du capital risque, agissant sur mes instructions, ont présenté une analyse complète des problèmes de l'entreprise. Les prévisions de revenus étaient irréalistes. La gestion des coûts était médiocre. L'exécution stratégique était constamment en deçà des attentes. Nous avons été patients, a expliqué l'associé principal. Mais notre analyse indique des problèmes fondamentaux avec le modèle économique et la stratégie d'exécution. Nous ne pensons pas qu'un investissement en capital supplémentaire serait productif à ce stade. Chloé s'est défendue avec des présentations sur les opportunités de marché, les avantages concurrentiels et la vision à long terme, mais les chiffres étaient indéniables. L'entreprise brûlait de l'argent sans générer de croissance durable. Nous avons décidé de retirer notre investissement, a annoncé l'associé. Avec effet immédiat, nous allons liquider notre position et réaffecter le capital à des opportunités plus prometteuses. Chloé était abasourdie. Vous ne pouvez pas simplement retirer 140 millions d'euros du jour au lendemain. L'entreprise s'effondrera sans ce financement. Nous comprenons les implications, a répondu froidement l'associé. Mais notre responsabilité est envers nos propres investisseurs, et nous ne pouvons pas justifier un soutien continu pour des opérations qui ne répondent pas aux attentes de performance. Le jeudi, la nouvelle s'était répandue dans la famille que l'entreprise de Chloé était en crise. Les investisseurs sophistiqués avaient soudainement retiré leur soutien, laissant la start-up dans un besoin désespéré de financement d'urgence. Maman a convoqué une réunion de famille pour vendredi soir. Nous devons trouver un moyen d'aider Chloé à traverser cette période difficile, a-t-elle annoncé. Parfois, même les meilleurs entrepreneurs rencontrent des revers lorsque les investisseurs ne comprennent pas leur vision. La réunion ressemblait à un conseil de guerre. Chloé était assise en bout de table, l'air épuisé mais déterminé. Elle avait passé la semaine à appeler frénétiquement des investisseurs potentiels, essayant de trouver quelqu'un pour remplacer le financement retiré. Ce n'est qu'un revers temporaire, a-t-elle insisté. Les investisseurs ont été effrayés par quelques problèmes de performance à court terme, mais le modèle économique fondamental est solide. J'ai juste besoin de trouver des investisseurs qui comprennent la création de valeur à long terme. Papa a hoché la tête en signe de soutien. Chloé a construit quelque chose de réel. Les bons investisseurs le reconnaîtront. J'ai écouté en silence pendant que la famille discutait de solutions potentielles. Oncle Philippe a suggéré d'utiliser ses relations d'affaires. Tante Sophie a proposé de contacter son réseau d'amis fortunés. Maman et papa ont parlé de liquider leur épargne retraite pour fournir un financement de transition. Le désespoir était palpable.
L'entreprise de Chloé était devenue centrale dans l'identité et la planification financière de la famille. Tout le monde avait supposé que son succès était inévitable, que sa formation à HEC et son approche professionnelle mèneraient naturellement à des rendements massifs. Ce dont nous avons besoin, a dit Chloé en regardant autour de la table, c'est de quelqu'un avec de l'argent réel qui comprend l'industrie de la technologie. Quelqu'un qui peut faire un chèque de 45 millions ou 90 millions d'euros sans ciller. Elle m'a jeté un regard mêlé de frustration et de pitié. Malheureusement, ce type d'investissement nécessite un capital sérieux et une expertise du secteur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement comprendre en bricolant avec des ordinateurs. J'avais prévu de laisser l'entreprise de Chloé échouer discrètement. Le retrait de l'investissement l'obligerait soit à trouver un nouveau financement, ce qui serait presque impossible dans les circonstances, soit à cesser ses activités. Ce serait une leçon nette et professionnelle sur la réalité des affaires. Mais sa condescendance persistante m'a fait changer d'avis. En fait, ai-je dit doucement, je pourrais peut-être aider. La table est devenue silencieuse. Tout le monde s'est tourné pour me regarder avec des expressions allant de la confusion au scepticisme poli. Je veux dire, je sais que vous avez besoin d'investisseurs sophistiqués, ai-je continué, mais en fait, j'ai suivi votre entreprise d'assez près. J'ai quelques idées sur ce qui pourrait fonctionner. Chloé a esquissé un sourire condescendant. C'est gentil de ta part de proposer, mais cela requiert vraiment des gens qui comprennent l'investissement institutionnel et les valorisations d'entreprises technologiques. C'est incroyablement complexe. Je comprends, ai-je dit. Laissez-moi passer un appel. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro direct de mon conseiller en investissement principal chez BNP Paribas. Salut, Étienne, ai-je dit quand il a répondu. Je dois discuter de la liquidation de certaines positions pour libérer du capital pour une opportunité d'investissement direct. La famille me regardait avec une confusion grandissante. Chloé avait l'air de regarder quelqu'un faire une dépression nerveuse. Oui, j'envisage d'investir directement dans une start-up technologique, ai-je continué. Quelque chose de l'ordre de 140 millions d'euros. Pouvez-vous m'expliquer la structure pour ce type de prise de participation directe? La voix d'Étienne était assez claire pour que la table entende sa réponse. Bien sûr, monsieur Fournier. Compte tenu de la taille de votre portefeuille, un investissement direct de 140 millions d'euros représenterait environ 8% de vos avoirs actuels. Nous pouvons le structurer comme un achat d'actions ordinaires ou comme des actions préférentielles convertibles, selon vos objectifs stratégiques. La pièce est devenue complètement silencieuse. Aussi, ai-je ajouté, je veux discuter de ma position existante dans Innovatech. Je crois que je suis actuellement l'actionnaire majoritaire via le véhicule Capitol Investissement. Correct? C'est exact, a confirmé Étienne. Votre investissement de 140 millions d'euros via Capitol Investissement vous donne le contrôle majoritaire d'Innovatech. Vous avez été le principal décideur sur toutes les questions stratégiques majeures. J'ai regardé droit dans les yeux Chloé, dont le visage était devenu complètement blanc. Étienne, ai-je dit, j'aimerais programmer une réunion du conseil d'administration pour lundi. Je pense qu'il est temps pour moi de jouer un rôle plus direct dans la gestion de l'entreprise. Le silence qui a suivi a duré près d'une minute entière. Chloé me fixait comme si je venais d'annoncer que j'étais en fait un extraterrestre. Maman et papa avaient l'air d'essayer de traiter une information qui ne correspondait à aucune catégorie qu'ils comprenaient. Finalement, Chloé a retrouvé sa voix. Ce n'est pas possible. Je lui ai tendu mon téléphone, qui était toujours connecté à Étienne chez BNP Paribas. Voudrais-tu lui poser des questions sur la structure de l'investissement? Chloé a pris le téléphone avec des mains tremblantes. Ici Chloé Fournier d'Innovatech. Pouvez-vous confirmer ce que vous venez de dire sur les positions d'investissement? La réponse d'Étienne fut patiente et professionnelle. Monsieur Fournier est l'investisseur principal d'Innovatech depuis votre tour de financement de série A. Son investissement de 140 millions d'euros a été structuré via notre véhicule Capitol Investissement pour maintenir l'anonymat, mais il a toujours détenu le contrôle majoritaire de votre entreprise. Il reçoit des rapports trimestriels détaillés et a l'autorité d'approbation finale sur toutes les décisions stratégiques majeures. Chloé a raccroché le téléphone et m'a regardé avec un mélange de choc, de confusion et d'horreur naissante. C'est toi l'investisseur, a-t-elle murmuré. Je suis l'investisseur, ai-je confirmé. Tu contrôles mon entreprise depuis 2 ans. Je fournis le capital et la supervision stratégique. Oui. La famille essayait toujours de comprendre ce qu'elle venait d'entendre.
Papa a parlé le premier. Alors, quand tu posais des questions sur l'entreprise de Chloé? Je vérifiais si sa compréhension correspondait au rapport que je recevais de l'équipe de direction, ai-je expliqué. Maman secouait lentement la tête. Ton petit truc en ligne est une société de conseil en logiciel qui génère environ 35 millions d'euros de revenus par an, ai-je dit. L'investissement dans la start-up a été financé par mes économies personnelles. Le visage de Chloé passait par une gamme d'émotions, choc, embarras, colère, et quelque chose qui ressemblait à du chagrin. Elle réalisait que tout ce qu'elle avait dit sur les vrais investisseurs et le capital sophistiqué s'adressait à la personne qui était en fait son vrai investisseur et son capital sophistiqué. Pourquoi, a-t-elle finalement demandé. J'ai examiné la question attentivement. Au début, parce que je croyais en ta vision et que je voulais aider. La structure anonyme visait à empêcher que les dynamiques familiales ne compliquent les décisions commerciales. Et maintenant? J'ai regardé autour de la table les membres de la famille qui avaient passé des années à dénigrer ma véritable réussite tout en célébrant ce qu'ils pensaient être le sens supérieur des affaires de Chloé. Maintenant, je pense qu'il est temps d'avoir des conversations honnêtes sur les affaires, le succès et le respect. Les semaines suivantes ont apporté une transformation complète des dynamiques familiales. L'entreprise de Chloé ne s'est pas effondrée. Au lieu de cela, je l'ai restructurée avec une supervision de gestion adéquate et des objectifs de croissance réalistes. Mais le rôle de Chloé a changé de présidente-directrice générale à un poste de chef de produit senior, avec des cadres expérimentés recrutés pour gérer les opérations et la stratégie. La famille a eu du mal à s'adapter à la nouvelle réalité. Des années d'hypothèses sur le succès, l'intelligence et la compétence en affaires avaient été complètement renversées. Le gamin de l'informatique, qu'il pensait joindre à peine les deux bouts, était en réalité un multimillionnaire qui finançait secrètement la start-up de leur enfant prodige. Chloé a mal vécu la transition. Tout ce qu'elle avait cru sur le succès de son entreprise avait été construit sur le capital fourni par le frère qu'elle avait jugé incapable de comprendre les vraies affaires. Les investisseurs sophistiqués dont elle s'était vantée étaient en réalité les représentants de quelqu'un qu'elle avait constamment rabaissé. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit avec le temps. Une fois que Chloé a cessé d'essayer de prouver sa supériorité et a commencé à réellement apprendre de mentors expérimentés, elle a commencé à exceller. Les compétences qu'elle avait développées à HEC, combinées à l'humilité et à un encadrement approprié, l'ont rendue réellement efficace dans son nouveau rôle. L'entreprise, quant à elle, est devenue rentable en 6 mois. Avec des attentes réalistes et une allocation de capital appropriée, le modèle économique que Chloé avait envisagé a réellement fonctionné. Le problème n'avait jamais été sa vision, c'était son exécution et son refus de reconnaître ce qu'elle ne savait pas. Quant à moi, j'ai finalement commencé à être honnête sur ma propre réussite. La famille a découvert la société de conseil, les licences de logiciels, le portefeuille d'investissement et les diverses entreprises que j'avais discrètement bâties pendant des années. La reconnaissance était agréable, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était que le succès se présente sous de nombreuses formes. Le master en administration des affaires et les compétences en réseautage de Chloé étaient précieux, mais il n'était pas plus précieux que l'expertise technique et l'allocation patiente de capital. Les relations d'HEC comptent, mais elles ne comptent pas plus que le fait de résoudre réellement des problèmes pour des clients qui paient des prix élevés pour des résultats. Plus important encore, j'ai appris que le respect de la famille ne s'achète pas avec des investissements anonymes ou un succès discret. Parfois, il faut être prêt à s'exprimer, même si cela signifie perturber des hypothèses confortables sur qui comprend les vraies affaires, et qui ne fait que jouer à l'entrepreneur en toc. Chloé n'a plus jamais remis en question Simon, truc en ligne, était une vraie entreprise, et je n'ai plus jamais laissé personne dans la famille supposer que leur réalisation les rendait automatiquement plus qualifiés pour juger les chemins des autres vers le succès. La comédie était terminée pour nous deux.